Aujourd'hui, je vais vous parler de géobiologie. Qu'est-ce que la géobiologie? C'est un mot qui est composé de trois mots grecs, géo la terre, bios la vie, logo la science, l'étude ou le discours. Et la réunion de ces trois mots donne l'étude de l'influence de la terre sur la vie. Et sur la vie sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien les humains bien sûr, que les animaux, que les plantes, voire même les micro-organismes. Cette géobiologie, dont on entend parler de plus en plus, comment est-elle née? En fait, elle est née il y a fort longtemps, au moment où l'homme est passé du mode nomade à suivre les troupeaux ou à chasser, à changer de lieu de vie régulièrement, au moment où il s'est installé à demeure, au moment où il s'est fixé et au moment où il a cessé d'être nomade pour être sédentaire. À ce moment-là, il a pu constater la relation qui pouvait exister entre sa santé et son ressenti et l'endroit précis où il se trouvait. Les traces les plus anciennes que l'on a sur la géologie remontent à 3 ou 4 000 ans. On trouve le Vastu Shastra en Inde, dans les Védas, les textes sacrés et les Vedanta. Puis on trouve trace du Kanyu, qui est l'ancêtre du Feng Shui ou Feng Shui, qui veut dire vent et eau. Je parle du Feng Shui traditionnel, celui qui utilise des baguettes pour trouver les veines du dragon, c'est-à-dire les cours d'eau souterrains. Donc ça, c'était il y a 3 à 4 000 ans environ. Plus près de chez nous, Hippocrate, le père de la médecine, a écrit en 430 avant Jésus-Christ un ouvrage qui s'intitule Periaeron Udaton Topon, ce qui signifie en français à propos des airs, des eaux et des lieux. Dans ce livre, qui date donc d'il y a environ 2500 ans, Hippocrate parle de l'influence du lieu sur la santé et il dit en substance que celui qui s'enquiert de la santé de son prochain doit prendre en compte non seulement sa constitution, mais également le lieu sur lequel il vit. Plus tard, il ajoute que ton aliment soit ton médicament. Mais le lieu a une influence centrale sur l'équilibre et la santé globale d'un individu ou d'un être vivant, dès lors que cet individu séjourne de manière immobile et répétée à un endroit précis. C'est le cas par exemple d'un lit, d'un siège de bureau, d'un canapé. Bon, les arbres, bien sûr, étant à demeure, sont très sensibles à la géobiologie et selon qu'ils sont en zone neutre, c'est-à-dire zone favorable, ils vont pousser bien droit et vont avoir une forte croissance, alors que vous trouverez des arbres penchés, tordus et peu développés sur des zones pathogènes. Donc la géologie puise ses sources loin dans le passé. De manière plus récente, on a eu les Étrusques. L'Étrurie est aujourd'hui ce qu'on appelle la Toscane, où les Étrusques faisaient paître des moutons pendant 1 an et testaient la qualité du foie. Au bout d'1 année, le foie jouait un rôle de filtre pour savoir si la zone était saine et s'il était opportun d'y construire une cité. Les Étrusques ont d'ailleurs été les premiers à orienter les villes dans le sens est-ouest selon la course solaire. Les Romains d'ailleurs se sont inspirés de ce que les Étrusques avaient découvert, notamment pour les castrats, les camps fortifiés, de façon à ce que leurs soldats aient plus de vitalité au combat. Plus près de chez nous, on avait les Celtes et plus tard les Templiers, entre 1119 et 1312, qui ont été les maîtres d'œuvre des églises romaines, cathédrales gothiques, je parle là des Templiers bien sûr, et qui faisaient de ces lieux de culte des centrales énergétiques en prenant en compte les croisements de veines d'eau souterraines sur lesquels ils plaçaient l'autel, en orientant les lieux de culte face à l'est pour le cœur et face à l'ouest pour l'entrée, les entrées-sorties. Ensuite, les Indiens d'Amérique de leur côté avaient observé leurs chevaux semi-sauvages et lorsque ces chevaux étaient nerveux, raclaient le sol, hennissaient, ils estimaient que le lieu n'était pas serein et pas propice au bivouac. À ce moment-là, ils allaient plus loin. Donc, depuis la nuit des temps, on a pu observer l'impact du lieu sur l'énergie et sur la santé.
De nos jours, plus récemment, le baron von Paul en Allemagne, dans les années 1927, a découvert qu'il y avait une corrélation entre des personnes qui dormaient sur des cours d'eau souterrains et l'apparition des cancers, sans pour autant s'expliquer le phénomène. Le docteur François Perret, à Bagnoles-de-l'Orne, avait constitué un groupe de radiesthésistes, tous médecins, et ils ont établi des corrélations entre ce qu'ils appelaient des réseaux électromagnétiques et les cours d'eau souterrains avec la santé. D'autres Français les avaient précédés, puisqu'en 1921, on trouve dans le Var médical un chapitre sur ce qu'ils appelaient à l'époque le radiotellurisme, c'est-à-dire les rayons qui viennent de la Terre. Plus tard, en 1950, le docteur Ernst Hartmann, à Heidelberg, a mis en exergue un réseau électromagnétique auquel a été donné son nom, le réseau Hartmann était né. Depuis, beaucoup de géobiologues ont fait des recherches, en France bien sûr, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Italie du Nord et en Espagne. Et il existe aujourd'hui environ une dizaine de milliers de géobiologues répartis sur l'ensemble du territoire européen. Nous nous intéressons en fait à une géobiologie scientifique, c'est-à-dire en réalité à l'impact de la physique sur la biologie. Et je rappelle que la géobiologie, c'est une discipline transverse qui fait appel à quelques connaissances en géologie, d'autres connaissances en biologie et enfin des connaissances en physique. Et c'est l'interaction de ces trois disciplines qui permet de comprendre l'action des ondes géopathogènes, qu'elles soient d'origine naturelle ou artificielle, sur le corps humain et donc sur la santé.